Ok, donc bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aujourd'hui pour le troisième volet de ce cycle de conférences qu'on a débuté au début de l'année sur l'empreinte environnementale de la recherche au CNAM. Et donc aujourd'hui, on est assez content de vous présenter les premiers résultats de bilan des émissions de gaz à effet de serre effectuées dans deux labos qu'on va vous présenter. Alors en guise d'introduction, histoire d'ancrer un peu la discussion dans l'actualité. On a eu, donc vous en avez entendu parler, la COP en Écosse il y a quelques semaines. Alors quel est le bilan de la COP, juste pour vous donner quelques résultats. Ici, on est sur des trajectoires de politique actuelle qui nous emmènent vers un réchauffement de 3 degrés. L'objectif des accords de Paris, c'est un réchauffement maintenu à 1,5 degré. Si on prend en compte non pas les politiques actuelles, mais les projets et les engagements des États, on arrive sur du 2,4 degrés à la fin du siècle. Et en fait, ce schéma, c'est juste pour vous montrer qu'on a un fossé dans les trajectoires d'émissions de plusieurs milliards de tonnes de CO2 à combler d'ici 2030 si on veut rester dans la trajectoire 1,5 degré. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que tous les secteurs d'activité, tous les secteurs de l'économie doivent s'y mettre, et la recherche comme les autres. Et c'est un peu sur ce constat, qui était plus ou moins déjà le même il y a quelques années, que le collectif Labo 1.5 a été créé en 2019. Aujourd'hui, le collectif Labo 1.5, il comprend environ 500 membres actifs, plus de 2000 personnes abonnées aux activités, et quelque chose qui a été une étape importante, c'est que depuis quelques mois, le collectif s'est constitué en groupement de recherche. Et donc, ça lui a valu reconnaissance du CNRS et de l'IRD, avec, pas forcément pour nous, enseignants-chercheurs, mais pour les chercheurs, un temps de travail qui peut être comptabilisé, valorisé pour ça, dans leur activité au sein de ce groupement de recherche. Une étape importante également de ce collectif, c'est qu'en novembre 2020, donc il y a un an, Labo 1.5 a sorti cet outil qui s'appelle GES, comme donc GES gaz à effet de serre 1.5, qui est une calculatrice pour effectuer le bilan des gaz à effet de serre de laboratoires de recherche. C'est un outil libre, open source, donc tout est transparent. Et à l'heure actuelle, il y a déjà 300 labos en France qui ont effectué leur bilan de gaz à effet de serre pour une ou deux années, 2019 et ou 2020. Et donc, il y a plus de 300 labos qui l'ont fait à l'heure actuelle, donc en 2020. Alors, rappel de cette démarche qu'on a initiée au CNAM en début d'année, avec un premier séminaire le 14 janvier dernier, où on avait beaucoup parlé du pourquoi. Pourquoi c'est important de s'intéresser à l'empreinte carbone de la recherche, y compris au CNAM. On avait fait intervenir également Odile Blanchard, qui était une des développeuses de l'outil GES 1.5, et un deuxième volet en mars, qui avait été l'occasion un peu de montrer comment fonctionnait cet outil, GES 1.5, et de faire un peu le tour des labos et des personnes dans les labos, on va dire, intéressés pour déployer cet outil et commencer à se lancer dans cette évaluation des gaz à effet de serre de leur labo. On a eu plusieurs labos intéressés. Au final, 2 labos se sont vraiment lancés dans la démarche, le labo Mesure et le labo l'IFC, et on va en parler plus tard. Donc voilà pour ce rappel des épisodes précédents. Et donc aujourd'hui, on est assez content, comme je le disais, de vous montrer l'aboutissement de cette démarche d'évaluation. Donc Mathieu va vous parler un peu de la méthodologie derrière cet outil, GES 1.5. Bonjour aussi. Donc voilà, moi je vais faire un petit point explicatif sur la méthodo. Alors, tout d'abord un petit point de sémantique. Le bilan de GES, c'est pas tout à fait pareil qu'une empreinte carbone. L'empreinte carbone, on va venir comptabiliser la totalité des émissions d'une structure ou d'une personne, alors qu'un bilan, c'est plus une approche comptable. On va venir par catégorie regarder combien on émet. Et donc là, ça introduit les concepts de périmètre d'étude de l'approche. Alors, voilà, comme le disait Kevin, et comme on l'avait décrit pendant le deuxième volet de cycle de conférence, on a utilisé l'outil open source GES 1.5 développé par le collectif. C'est un outil web qui s'attache notamment à la protection des données. C'est-à-dire, par exemple, quand on rentre une mission de recherche, l'outil va calculer les distances, mais ne va pas garder la destination de la mission. Voilà, par exemple. Donc ça se base sur une méthodologie standardisée. Et le périmètre de l'étude, pour les bilans qui ont été faits et qu'on va vous montrer, c'est les bâtiments et les déplacements. Et tout récemment, donc là on ne va pas vous montrer de résultats, mais tout récemment, il y a sorti une nouvelle mise à jour de l'outil qui prend en compte aussi l'achat de matériel informatique pour les laboratoires. Alors, en pratique, la méthodologie, c'est quoi? C'est très simple, une émission. Les émissions d'une activité, c'est la quantité d'activité fois le facteur d'émission. Quantité d'activité, donc ça va dépendre du périmètre et les facteurs d'émission.
aussi, c'est-à-dire vous allez avoir des kilogrammes de CO2 par kilowattheure ou par kilomètre parcouru. Et ces facteurs d'émission, ils sont basés sur ce que nous donne l'ADEME, et ils sont composés en 3 sous-facteurs, on va dire, qui sont combinés: les émissions directes dues à la combustion, des énergies fossiles, les émissions indirectes amont dues à la chaîne de production et les émissions indirectes dues à la fabrication. Donc, si vous y mettez, voilà, si vous avez mis 100 litres dans l'année de gasoil, vous allez avoir l'équivalent en kilogrammes de CO2 pour la combustion du diesel, mais aussi on va comptabiliser tout ce qu'il a fallu émettre pour amener le diesel, l'extraire, le raffiner, etc., jusqu'à votre tank, votre réservoir, et la fabrication des éléments de la voiture, etc., etc. Donc ça, ce sont les scopes 1 et 2 de cette comptabilité des émissions. Donc, j'ai dit les périmètres, c'était les bâtiments et les déplacements. Pour les bâtiments, il va falloir définir, alors là, il y a des notions un petit peu ambiguës, Kevin y reviendra, mais il faut compter que la partie recherche, donc on va omettre les salles de cours, par exemple. Et donc, on va venir donner la surface utile brute du bâtiment qu'on considère. Si on n'a pas les données, en général, elles sont plus globales pour l'ensemble, alors on va venir faire tout simplement des règles de 3. Et on va chercher les données de consommation annuelle de chauffage d'électricité. Et dans ce tableau, je vous montre simplement quelques facteurs d'émission en fonction des types de chauffage. Pour les déplacements, il y a 3 points. Les véhicules de fonction, pour les laboratoires qui en ont. Donc là, on va donner les détails du véhicule, kilométrage, motorisation, etc. Ensuite, il y a l'émission. Donc là, le logiciel va venir calculer les distances. Et il y a des petites spécificités en fonction du type de moyen de transport. Par exemple, voilà, pour les véhicules, on va considérer une motorisation standard. On ne va pas venir chercher le type exact. Pour les avions, on ne va pas prendre en compte la traînée. Enfin, voilà, il y a des petites spécificités qui sont bien expliquées dans la documentation de l'outil, si vous voulez aller voir plus en détail. Et ensuite, on a les déplacements domicile-travail. Donc là, on récolte les données via un questionnaire auprès des membres du laboratoire. Hypothèse importante, si vous avez 10% de réponses, on va estimer que ces 10% sont représentatifs. Et donc, on va apparaître de nouveaux règles de 3 pour avoir l'impact global du laboratoire. Et voilà, donc, de nouveau, émission, c'est distance fois le facteur d'émission. Donc, voilà pour les 3 points. Et maintenant, on va voir ça en exemple sur deux laboratoires. Donc, on commence avec le laboratoire de mesure. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Anifa Bouziri, je suis doctorante au laboratoire Mesure. Et je vais vous présenter du coup le bilan GES du laboratoire pour les années 2019 et 2020. Ce travail a été effectué avec Pearl Hanté, qui est aussi doctorante au laboratoire. Donc la démarche a été validée au sein du laboratoire au printemps 2021 et on a suivi du coup les étapes que Mathieu a très bien présentées. Il faut savoir que pour les enquêtes déplacement-travail et le tableau de mission, c'est simplement un questionnaire qui est libre d'accès sur le site du labo 1.5 sous forme de Framaform. C'était hyper rapide à remplir au final et très facile à répertorier. Et par la suite, en ce qui concerne les recherches des données du bâtiment, là ça a été un petit peu plus compliqué à avoir. Il a fallu du coup faire pas mal de démarches pour essayer d'établir un lien, je crois, avec le chef du bâtiment, du patrimoine, pour qu'il nous donne toutes les informations sur les bilans énergétiques des laboratoires du CNAM. Et un petit rappel sur la démarche, c'est un outil qui n'évalue que les émissions liées aux activités de recherche, ce qui est assez important dans notre laboratoire, puisque dans notre laboratoire, qui a pour activité principale donc, de faire de la modélisation, de l'épidémiologie et de la surveillance des risques sanitaires, on a un pôle recherche, mais aussi un pôle enseignement. On a une partie de l'équipe qui est uniquement concentrée sur l'enseignement et qui n'est pas rentrée du coup dans notre bilan actuel du GES 1.5. Donc petit point, donc les outils qu'on utilise majoritairement au sein de notre laboratoire, c'est surtout du matériel informatique. Donc on n'a pas beaucoup, on travaille pas en lab, en wet lab. Et en ce qui concerne le périmètre du BGES, ici ce sont les différents effectifs qu'on a pu répertorier pour les années 2019 et 2020. On n'a pas beaucoup de différence, juste une perte d'un membre en 2020.
Pour les déplacements domicile-travail, donc ici, petit point, on a un taux qui est un petit peu plus élevé que ce dont on attendait pour 2020, très certainement parce qu'on a eu peut-être des gens de l'enseignement qui ont rempli les questionnaires, ou alors peut-être que, au vu du fait que le calcul se fait à partir du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, on a peut-être eu des post-docs qui ont été comptabilisés lorsqu'ils étaient à mi-parcours. Bref, au-delà de ça, lorsqu'on regarde d'un petit peu plus près, pour 2019 et 2020, on n'a pas les mêmes échelles d'émissions en CO2, ce qui est plutôt attendu avec le Covid. Ce qu'on peut observer, c'est que le type de transport, de trajet qui émet le plus de CO2, c'est du coup la motorisation à 2 roues, qui ressort dans les 2 années, et suivi par la suite de transports via les trains, les RER, métro, etc. Pour le vélo, on l'a aussi comptabilisé parce que pour les méthodes de production de vélo, on a aussi un petit peu de CO2 qui est émis. Donc c'est ce qu'on peut voir ici. En ce qui concerne les missions, donc pas de mission en 2020 pour notre labo, mais pour 2019, on a eu 2 trajets en avion et 1 trajet en ferry. Et le ferry a absolument explosé notre taux d'émission en CO2, comme vous pouvez le constater, à notre grande surprise. Donc bon, il y a une petite limite, c'est que ça dépend en fait de l'ancienneté du ferry, de la qualité des épaules, enfin de la machinerie des ferries, mais du coup oui, on a pu constater qu'en effet on avait un fort taux d'émission de CO2. Pour les avions, il y a un petit détail aussi à compter, c'est que là on compte seulement les émissions de CO2 strictes, comme ce que Mathieu l'a expliqué, mais on ne prend pas en compte les émissions indirectes qui sont dues aux traînées blanches de condensation, qui peuvent aussi avoir un rôle dans l'émission de CO2 et qui, si on l'avait comptabilisé, aurait presque doublé du coup le total de nos émissions de CO2 pour les avions. En ce qui concerne notre bilan énergétique du laboratoire, ce qu'on a fait, c'est que on a calculé à partir des émissions du laboratoire mesure au prorata de la surface du bâtiment de notre laboratoire par rapport aux émissions et à la surface totale du CNAM. Et il faut savoir que, notamment pour le chauffage, on a 2 compteurs de chauffage au CNAM, un qui est au niveau pair, donc c'est ce sur quoi on s'est focalisé en bleu, et un qui est du côté impair, donc pour les laboratoires que ça intéresse, c'est plus sur la gauche de la photo que vous voyez ici. Et pour le périmètre compteur électrique, c'est un périmètre global qui est le même pour tout le CNAM. Donc, sachant que par exemple, on prend aussi en compte les émissions du chauffage, donc notamment pour le chauffage du musée, qui a un système d'aération très particulier et donc du coup un besoin de consommation en chaleur qui est un petit peu supérieur à d'autres labos. Donc, c'est à prendre en compte aussi dans nos calculs. En ce qui concerne l'empreinte l'empreinte de notre laboratoire, lorsqu'on fait la comparaison entre 2019 et 2020, donc on a une grande différence entre les 2 années, ce qui est plutôt peu étonnant. On n'a pas de mission pour 2020, mais ce qu'on peut observer, c'est que majoritairement, donc comme ce qu'on a pu voir tout à l'heure, on a majoritairement des émissions de CO2 qui sont imputables au chauffage, à l'électricité, aussi au déplacement domicile-travail, et en 2019, notamment seulement sur 3-4 missions, on a eu quand même un fort impact, comme vous pouvez le voir, les déplacements professionnels. En ce qui concerne en nombre, on est à 1,3 tonnes équivalent CO2 par personne en 2019. Donc, en réalité, en prenant en compte la traînée d'avion, on est plutôt à 1,5. 0,8 pour 2020, en comparaison avec la moyenne française qui s'étend entre 8 à 9 tonnes d'équivalent CO2 par personne. Et enfin, pour la conclusion de cette présentation, on a eu une très bonne adhésion de l'équipe à la démarche, ce qui est plutôt positif, et la mise en place de l'outil a été très facile et très ludique à mettre en place. Donc 2019, c'est sur quoi on s'est un peu focalisé, parce que 2020, on se dit que c'est un petit peu biaisé avec le Covid. On était plus à 1,5 tonnes équivalent CO2 par personne. Donc les différents facteurs explicatifs au fait qu'on a des émissions assez basses dans notre labo, c'est notamment parce qu'on est dans un laboratoire parisien et que les déplacements domicile-travail sont peut-être un petit peu moins contraignants, un petit peu moins longs. On a peut-être moins besoin d'utiliser une motorisation particulière versus des laboratoires qui seraient par exemple en province.
Et on a un faible nombre de missions, c'est ce qu'on a pu voir notamment en 2019. Et au final, du coup, le bâtiment est le poste principal des missions, un bâtiment qui se base sur un chauffage collectif et donc du coup qui induit une grande incertitude et peu de marge de manœuvre. Donc, voilà, merci. Du coup, présentation du prochain. Merci beaucoup, Alipa. Alors, juste un petit point d'interlude. On a prévu un peu de temps à la fin pour d'éventuelles questions. Mais si vous voulez aussi nous couper un moment, parce qu'il y a un point qui n'est pas clair, vous pouvez aussi. Merci. Bonjour à tous, moi c'est Zara. Donc, je vais vous présenter les résultats du BGES du laboratoire du lycée que j'ai pu effectuer dans le cadre de mon stage de fin de licence. En quelques mots, le laboratoire du lycée, c'est un laboratoire d'ingénierie des fluides et des systèmes énergétiques. Il comporte 4 thématiques de recherche, dont les turbomachines, les systèmes énergétiques et management thermique, écoulement multi-espèces, rhéologie et aéro-hydrodynamique physique. Il comporte 50 membres dans son effectif, dont 26 membres enseignants-chercheurs, enseignants, ingénieurs et 24 doctorants. Il a également une plateforme technologique, dont un circuit hydrodynamique, une soufflerie subsonique, une chambre anéchoïque, etc. Donc ici, dans le code de calcul, ne sont pas pris en compte pour le BGES. Donc le laboratoire du lycée, il comporte 2400 mètres carrés, donc soit 11% de la surface du campus de l'ENSAM de Paris. Donc pour les émissions liées au bâtiment, on prend en compte, comme dit précédemment, le chauffage, l'électricité. On aurait pu prendre également les fluides frigorigènes, mais le laboratoire n'en dispose pas, donc on ne le prend pas en compte. Donc pour le chauffage, le laboratoire est alimenté par du gaz naturel. Donc pour 2019, on constate que la consommation elle est de 2,64 millions de kWh contre 3,37 millions de kWh en 2020. Ce résultat est anormal en vue de la crise sanitaire du Covid. On aurait dû avoir une baisse en 2020, mais cela peut s'expliquer par le fait qu'il y avait des données qui manquaient en 2020. Donc on les avait approximées par rapport à ceux de l'année précédente en faisant une règle de 3, en prenant en compte les tarifs d'acheminement. Et en ce qui est de l'électricité, il n'y a pas une grande différence entre 2019 et 2020. Donc l'empreinte carbone, elle a légèrement baissé quand même. Donc ce qui fait que le bâtiment il est classé en catégorie D et E, soit des bâtiments qui émettent entre 30 et 40 kg d'équivalent carbone par mètre carré et par an. Donc c'est des logements assez polluants. Donc pour les émissions liées au transport, donc on prend en compte les missions professionnelles et aussi les déplacements domicile-travail. Donc pour les missions professionnelles, on comptabilise 27 missions en 2019, majoritairement en avion, 43 600 km, ce qui lui vaut un équivalent carbone de 3,9 tonnes, contre 6 missions en 2020 qui ont été effectuées en train. Donc comme vous pouvez voir, c'est qu'en 2019, entre 2019 et 2020, il y a eu une baisse de 2 ordres de grandeur. Cela peut s'expliquer par la crise sanitaire et le télétravail. Et aussi pour le déplacement télétravail, ce que nous avons fait, c'est qu'on a envoyé à l'ensemble du personnel un questionnaire pour 2019 et 2020. Pour 2020, on l'a un peu modifié pour qu'ils puissent prendre en compte le fait du télétravail. Donc on a eu un taux de réponse de 48%, soit 22 réponses. Donc on remarque une légère baisse pour les déplacements. Donc là, on peut voir un petit peu un récapitulatif des déplacements, des moyens de transport empruntés par le personnel. On constate que la voiture, c'est la plus polluante, et cela est dû au facteur d'émission des voitures. Et cela, c'est pour 2020. On peut voir que le déplacement en voiture et en RER est pratiquement le même. Cependant, les émissions liées à ces derniers ne sont pas exactement pareilles. Il y a une grande différence. Et cela, comme je vous ai dit, s'explique par les facteurs d'émission. Donc là, on a un récapitulatif des émissions et des résultats globaux. Donc là, on peut voir que ce qui impacte le plus le bilan, c'est le chauffage, la consommation en chauffage. Et vient après les déplacements des
domicile-travail, puis la consommation en électricité. Donc, pour conclure, le LIFC a un impact d'environ de 2 tonnes d'équivalent carbone par membre par an. Merci. Alors, un petit point maintenant pour essayer de faire la comparaison et de voir ce qu'on peut tirer comme bilan de ces deux comparaisons des bilans effectués dans les deux labos. Alors, on en a parlé, hein, les limites principales de la démarche, le fait qu'on ne prend en compte que le personnel dans les murs qui est présent du 1er janvier au 31 décembre. Et ça, d'une part, ça contribue à sous-évaluer un petit peu l'empreinte carbone générale, parce que toutes les personnes qui ne seront pas restées une année pleine ne seront pas comptabilisées. Mais pour moi, une des limites principales de ce facteur-là, c'est que ça peut créer une certaine incompréhension dans l'équipe, hein, des gens qui ont dit non, vous ne répondez pas au questionnaire, vous n'êtes pas pris en compte. C'est jamais hyper agréable. On en a parlé, hein, l'outil n'est pas toujours adapté pour des équipes de recherche et d'enseignement. C'est un truc qui a été vraiment développé dans l'esprit CNRS, hein, équipe de recherche. Et donc on a vu que, pour nous en tout cas dans le décompte à la fois de la surface utile du bâtiment, pour savoir qui était dans le périmètre ou non, c'est un peu compliqué. Et en plus on comprend pas trop la logique derrière, parce que finalement d'un point de vue climat, l'atmosphère se fiche de savoir si votre CO2 vient de l'activité de recherche ou de l'enseignement. Donc ça c'est un peu une limite de l'outil, mais il y a en cours, Laban.5 développe une version université en cours. Donc ça ce sera plus intéressant. On en parle du périmètre, hein, on n'a pas de prise en compte du matériel numérique, mais donc ça va être fait. Et donc dans la dernière version, on peut le prendre en compte, ce matériel numérique, et on va le faire pour l'année 2021. Et on n'a pas encore de prise en compte des autres achats de consommables, ce genre de choses, mais il y a également des expérimentations en cours pour le faire tout simplement sur des sorties CIFAC, hein, du logiciel d'achat, donc ça pourrait être fait extrêmement rapidement. Une grosse limite également, c'est, donc on l'a vu, hein, dans les deux bilans, la part du bâtiment est assez importante, hein, les émissions liées au bâtiment, et on a une grosse incertitude sur cette partie parce que à chaque fois, on est tributaire du degré de précision qu'on a, du périmètre du compteur finalement, que ce soit un compteur d'électricité ou un compteur de chaleur, et on doit faire juste une règle de 3 avec la surface. Donc ça a deux conséquences. La première, c'est l'incertitude, encore une fois, sur les estimations. Et la deuxième, c'est également sur la marge de manœuvre, hein. Donc d'une part, nous, on n'a pas de marge de manœuvre parce que nos chauffages, on ne peut pas les baisser. Enfin, il y a un truc très bizarre là-dedans. Et d'autre part, même si on coupait notre chauffage, vous avez vu que notre surface, au prorata de la surface de Saint-Martin, on ne verrait pas la diminution l'année suivante, hein. Si on arrêtait de chauffer nos bureaux, on ne verrait pas l'année suivante d'effet sur le bilan de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un rappel sur la partie du bâtiment. Mais bon, l'idée, c'est peut-être aussi de revenir vers le service du patrimoine avec ces résultats, ces estimations, pour essayer d'en discuter avec eux. Alors, pour en revenir sur la comparaison, donc gardez en tête, hein, les chiffres qu'Anifa vous a donnés. Un Français, en moyenne, émet entre 9 et 8 tonnes de CO2 par an. Et donc ici, ce qu'on comptabilise, c'est que les émissions liées au travail, à la partie professionnelle des membres du labo LIFC aux mesures. Et donc, on est sur des estimations somme toute assez basses. Je vais vous donner des éléments de comparaison. Mesure, donc on a dit 1,3 à 1,5 tonnes de CO2 pour un membre pour l'année 2019. L'année 2020 est très particulière, donc c'est pour ça que là, je résume surtout l'année 2019. L'IFC, on est plutôt à 2 tonnes d'équivalent CO2. Pour les deux, hein, la partie bâtimentaire et la partie majoritaire, un peu plus de 3/4 hein, pour le IFC, on va dire les 2/3 pour mesure. Ce qui est intéressant dans mesure, je trouve, c'est donc on n'a pas énormément de déplacements. On a eu 3 trajets effectués, 2 en avion, 1 en ferry, et ça compte pour autant, quand même, ça compte pour 1/3 de l'empreinte du labo. Donc ça reste quand même quelque chose, très très intense en émissions de CO2. Ces déplacements selon les modes de transport, avion, ferry. Donc, pour résumer, on l'a dit, 1,3 tonnes pour mesure, 2 tonnes pour le LIFC. On a des résultats, des premières estimations. Je vous ai dit qu'il y a 300 labos en France qui ont fait leur bilan GES pour 2019. Et la moyenne en France, c'est plutôt 4 tonnes de CO2 par an. Donc, autant mesure et LIFC, on est bien en dessous de cette moyenne. Alors, plusieurs éléments. D'une part, on l'avait redit dans les dernières sessions, mais c'est important de le redire. Cet outil, ça ne sert pas du tout à comparer les labos entre eux, à distribuer des mauvais points et des bons points. On ne travaille pas sur les mêmes choses, on n'a pas les mêmes équipements, on n'a pas les mêmes terrains de recherche. Donc, il n'y aurait pas de sens à comparer, à distribuer des bons points sur ces niveaux. Mais pour autant, comment on peut expliquer qu'on est bas
par rapport aux autres labos? D'une part, Anifa l'a dit, on est des labos parisiens avec un très bon réseau de transport en commun, très peu d'usage de la voiture personnelle à Paris. Pour ordre de comparaison, donc nous, on est sur l'ordre de peut-être 10 à 20% pour les deux labos de la contribution des trajets domicile-travail. Dans la moyenne nationale, Labo 1.5, c'est plutôt 40% ces trajets. Beaucoup plus de part de la voiture, et donc ça, c'est vraiment une caractéristique parisienne, je pense. Et d'autre part, pour les deux labos, finalement, assez peu de missions internationales. On l'a dit, assez peu de déplacements côté l'IFC en avion, et très peu chez Mesure, mais pour autant, encore une fois, c'est très peu petit nombre de déplacements compte pour une partie assez importante de l'empreinte carbone de Mesure. Donc vraiment, ces deux modes de transport que sont le ferry et l'avion, et c'était un peu une surprise pour le ferry, qui sont deux modes de transport extrêmement intenses en émissions. Et donc voilà, j'ai parlé déjà de la part du bâtiment et de l'incertitude qu'on a à la fois autour de son estimation et du peu de marge de manœuvre. Donc là, voilà, c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler avec le service du patrimoine, mais nous, en tant que membres de labo ou à l'échelle du laboratoire, on a finalement assez peu de marge de manœuvre sur ce poste d'émission. Le bilan de la démarche, et c'est ça qui est intéressant, et qu'on voulait discuter aujourd'hui, on va se laisser le temps de faire cette discussion, c'est que quand on en avait parlé, de manière générale, un des freins pour se lancer dans cette démarche pour les labos, c'est la crainte que ça va prendre beaucoup de temps et on ne sait pas qui va s'en charger. Finalement, le retour qu'on peut vous faire, c'est que dans les trois volets de l'estimation, on a le premier volet qui est le volet déplacement-travail. Et donc ça, comme on l'a dit, le formulaire, c'est un framaform de questionnaire dont le modèle est donné par Labo 1.5. Il n'y a qu'à le diffuser aux membres du labo, faire des rappels, fouetter un peu les gens pour qu'ils répondent, mais c'est tout. Et donc ça va très vite. Pour les missions professionnelles, là, ça dépend un peu de la façon dont vous allez récolter l'information. Chez Mesure, on a demandé aux personnes de remplir un petit Excel avec leurs déplacements. Au LIFC, je crois que les données sont centralisées au secrétariat. Dans d'autres labos, pas au CNAM, mais dans le CNRS ou autre, traitent directement, pour les gros labos, il est possible de faire la demande directement au bureau de gestion de la recherche qui a toutes ces informations sur les données des voyagistes. Donc tout ça est facile. Donc encore une fois, sur ces deux parties-là, très peu de temps nécessaire pour faire ce bilan. La partie qui nous a pris du temps, je pense des deux côtés, pour les deux labos, c'est la partie bâtimentaire, et notamment c'est d'aller trouver les données disponibles à la fois de surface et les données de consommation énergétique. La bonne nouvelle, c'est que pour les sites Comté et Saint-Martin, maintenant le service du patrimoine nous a donné toutes les données. Donc, on a tout ce qu'il faut pour faire les bilans 2019-2020. On a à la fois les données de surface des pièces et des espaces et les données de consommation. Et donc, si un labo est intéressé, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Du coup, il suffira, je pense qu'en une demi-heure, on peut faire ce travail. Il suffit de mettre sur le plan un peu où est votre labo, de se reporter dans un Excel pour calculer la surface, et après on peut aller voir également dans l'autre Excel les relevés de compteurs d'eau chaude, enfin de chaleur donc, et les relevés d'électricité. Donc vraiment, d'un point de vue temps, c'est quelque chose qui peut être mis en place de manière assez rapide. Et l'autre point, c'est qui est important à souligner, donc Zara a fait son stage au LIFC pour faire ce bilan, un stage de licence 3 pour faire ce bilan de gaz à émissions à effet de serre. Et il y a tous les ans, il y a un vivier d'étudiants, généralement des étudiants en physique, qui sont très intéressés pour faire ces questions. Donc pour des labos un peu plus grands, ça peut être assez pertinent de faire appel à un stagiaire, une stagiaire pour faire ce bilan. Et donc voilà, la charge de travail pour faire ces bilans de gaz à effet de serre doit vraiment pas être un frein. Parce que on a entre guillemets dégrossi le terrain et on peut vous faire ce retour d'expérience en disant que c'est quelque chose de très raisonnable. Je vais laisser la parole à Mathieu pour nous expliquer un peu ce qui se passe après cette étape de bilan. Qu'est-ce qu'on fait avec ces résultats? Et voilà. Et on a gardé du temps après pour la discussion. Donc, Merci Kevin. Voilà, comme tu le disais, maintenant on va voir en gros la prochaine étape. On va se projeter un peu vers l'avant et on se demande, une fois qu'on a fait le bilan, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire notre impact, enfin l'impact des laboratoires. Donc justement, le collectif Labo 1.5 a exploré différentes modalités de réduction, que je vais vous présenter un peu succinctement. Donc, différents types d'outils, et il a créé des kits, des documentations pour chacun de ces outils, pour
aider les laboratoires à les choisir, à les adapter, à adapter leurs modalités d'application aux différentes spécificités des différents laboratoires, et tout en gardant à l'esprit deux choses importantes. Premièrement, ça ne doit pas nuire à la qualité de vie professionnelle ni à la qualité de la recherche. Et deuxièmement, ces discussions et ces choix doivent être faits, doivent être librement consentis, hein, doivent être faits, voilà. C'est des choix qui doivent être faits en AG, enfin en discussion entre tous les membres des labos, quoi. Alors il y a deux volets, hein. Il y a un volet accompagnement justement pour faciliter ces échanges au sein du laboratoire et pour se diriger vers une piste de réduction ou vers une autre. Et aussi un volet recherche, hein, parce que le collectif va être intéressé donc justement de documenter ces processus, de regarder comment ça s'est passé dans ce labo-là, ça a bien marché, ça fait des tensions ou pas, ils ont réussi à réduire, ils n'ont pas réussi, de combien, etc. Voilà, des choses intéressantes parce qu'en fait, c'est encore assez rare, hein. Il y a quelques exemples dans le monde d'universités plutôt que des laboratoires de recherche qui ont utilisé tel ou tel outil, mais c'est encore assez rare. Alors, donc voilà, là, le déroulé type, ce serait de réaliser le bilan des GES, hein, ça, comme on vous a montré un peu aujourd'hui, finalement, c'est pas si contraignant et difficile que ça. Et ensuite, si les laboratoires le veulent, d'organiser des discussions pour choisir déjà un objectif. Est-ce qu'on veut on a un objectif de réduction, ou est-ce qu'on a une trajectoire plutôt, est-ce qu'on va arriver à tel point, ou on veut simplement tester un dispositif aussi, hein. Ça peut être juste ça l'objectif, et on verra ce qu'on obtiendra avec ce dispositif. Donc ensuite, mettre en œuvre le dispositif à tester. Et donc là, comme je le disais, le collectif a créé des kits d'aide, des documentations pour aider les laboratoires. Et ensuite, le suivi, la documentation du processus. Donc parmi les dispositifs, il y en a deux types. Il y a des dispositifs, premièrement, de sensibilisation. Donc là, ils peuvent avoir des formes plutôt ludiques ou plutôt scolaires, entre guillemets, ou plutôt littéraires, on va dire. Pour les dispositifs ludiques, vous connaissez certainement, la plus connue, c'est la fresque du climat, mais il y en a d'autres. Et là, on va simplement, en fait, le but là, c'est de comprendre vraiment le problème, avoir les bons ordres de grandeur, les intrications des différents paramètres, etc. Et de se dire, grâce à ça, une fois que tout le monde a bien saisi, peut-être que voilà, les gens vont se motiver, ça va inciter naturellement à créer des réductions. Et on va voir. Alors peut-être pas, mais en tout cas, ça va être intéressant de le voir. Donc ça, c'est le premier type de dispositif, hein, qui est très peu contraignant. Et ensuite, on a des dispositifs financiers. Eux, c'est des dispositifs plutôt coercitifs, hein. Donc là, on en a plusieurs possibilités, notamment le quota carbone. Donc on va assigner des quotas, soit des individus, soit des équipes, soit des projets, des quotas à ne pas dépasser. Et là encore, le collectif a décrit les différentes manières d'appliquer ces quotas au labo. Est-ce que ce serait des quotas échangeables, et qu'est-ce qui se passe si on les dépasse, est-ce que ça a une forme financière, etc. Attention aux différentes spécificités des laboratoires, encore une fois. Donc il y a les quotas d'un côté, les taxes aussi, hein, vous connaissez la taxe carbone, voilà, ce serait pareil, mais donc le collectif a décrit différentes modalités d'appliquer la taxe. Est-ce qu'on la taxe sur les projets, sur l'individu? Alors bien sûr, c'est pas sur les salaires, hein, encore une fois, hein. Et ça va être ensuite comment on va collecter, puis comment on va utiliser ensuite l'argent collecté grâce à cette taxe. Donc là, encore plein de possibilités, complètement adaptables à tous les laboratoires. Ensuite, on a la compensation carbone, hein. Donc là, on va simplement compenser toutes nos émissions par la séquestration ou la réduction. En général, on explique que c'est plutôt le dernier choix, hein. Et finalement, on a aussi un dernier dispositif financier un peu plus compliqué, on va dire, à bien comprendre, mais qui a potentiellement un fort intérêt, qui s'appelle l'euro vert. Donc là, en fait, les laboratoires pourront générer un euro vert qui existe seulement s'il y a eu une réduction de CO2 quelque part. Alors, typiquement, on peut convertir une part de son budget, encore une fois, libre au laboratoire, une part de son budget en euro vert, mais cela est possible seulement si d'autres laboratoires ou d'autres privés ou d'autres particuliers ont créé des réductions. Ou on peut aussi, par exemple, financer le renouvellement d'une chaudière, pour une chaudière qui va permettre de réduire de temps et temps des émissions de CO2 tous les ans, ce qui va permettre de gagner des euros verts. Donc voilà les dispositifs rapidement qui sont potentiellement applicables pour les laboratoires qui sont intéressés.
Alors, il faut savoir qu'il y a 19 laboratoires tests, je crois, une vingtaine de laboratoires tests qui se sont lancés très récemment dans cette démarche-là. Donc, on va voir quel dispositif ils vont choisir, et on va commencer à documenter ça, et on vous fera certainement un retour sur les résultats, quoi. Donc, ça va prendre du temps aussi. Voilà. Donc, on vous remercie pour votre attention. Et maintenant, on peut en discuter. Ok, ben merci. Donc, ouais, du coup, c'est vrai qu'on allait très très vite. On voulait se garder un petit temps de discussion et d'échange. Donc, vous avez bien compris, hein, l'idée ici, c'était vraiment de vous faire un retour d'expérience sur ces premières expériences et ben, d'essayer de vous inciter au mieux, d'inciter d'autres labos, d'augmenter un peu ce nombre de labos au CNAM qui se lancent dans cette démarche. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes lancé un peu dans la démarche, si vous avez essayé d'en parler dans votre équipe, s'il y a des freins encore, comment on pourrait les lever, si vous avez des questions de précision également sur les résultats de clarification, n'hésitez pas, on a les micros, on va les faire tourner, donc voilà. La parole est à l'audience. Un résultat qui avait été noté, je trouve que c'est la beaucoup du laboratoire aussi, c'était sur le graphe qui montre le mode de dépense sur les modes de transport de chacun. Ben voilà, c'est ici. Et j'ai pas bien beaucoup d'explications de la part du RER qui est très similaire à celle de la voiture. Ça paraît surprenant. Non, en fait, là, vous avez en kilomètres. Et là, tu l'as en émission, quoi. C'est justement quand on applique ensuite le facteur d'émission, il n'y a plus rien, quoi. Non, mais là, c'est... Si, je pense. Peut-être on sait plus, quoi. Ouais, il y a un intérêt qui est qui est important, c'est que ça se ressent pas du tout dans nos résultats, on l'a pas commenté, mais des autres bilans carbone de la plupart des labos qui l'ont effectué, en fait, on se rend compte que le niveau d'émission diffère largement en fonction du statut des personnes, et que très souvent, les enseignants-chercheurs, les personnes titulaires et à grade élevé, hein, les professeurs plus que les maîtres de conférence, enfin bref, on a cet effet où on a très souvent, on va dire, ce qu'on a vu dans les autres chiffres, c'est qu'on a la moitié de l'empreinte carbone d'une équipe qui est très souvent concentrée sur peut-être 10 ou 20% des membres. Et donc, ça sert à ça, en gros. C'était de voir si on avait cette distinction en fonction du statut. Et ce qui est, on aurait peut-être dû en discuter un peu plus, mais on ne le trouve pas trop, en tout cas sur les déplacements, dans les deux résultats. Enfin, si vous regardez je ne sais pas si vous l'avez pas tracé. Nous, en tout cas, sur l'avion, c'est pas les directeurs de labo ou les pontes du labo qui se déplacent beaucoup plus dans les deux laboratoires qu'on a vus. Ce qui s'observe un peu plus, de manière générale, dans d'autres laboratoires. Mais plutôt sur les missions, bien sûr, que sur les déplacements à domicile. Oui, je pense plus sur les deux, parce qu'on a les déplacements d'ici, mais je pense que ça a un intérêt aussi, et qu'il y a pas la hiérarchie du laboratoire. C'est ça. Merci. Moi, c'est une question sur est-ce que vous avez fait une restitution dans vos labos, dans vos labos à vous, et comment ça. J'ai bien suivi les pistes tout de suite, mais vous, vos labos, vous en avez tout, et comment. Notamment, cette histoire de distinguer sur un statut, à la fois, je trouve ça très intéressant, et à la fois, moi, je pense que c'est pas très. Je pense qu'il faut le faire, il faut le restituer. Pourquoi moi, dans mon labo, il y avait des grosses réticences, et c'est pas que ça, on l'a pas fait encore, mais. Et je me garderais bien de restituer ça parce que je pense que ça. Et même de dire que ça serait possible de calculer, parce que je pense que ça n'aiderait pas à le faire, mais sur le fond, je pourrais là, mais
Je pense qu'il y a quand même une question un peu... Enfin, je suis partagée entre dire, ben, ouais, mais c'est un peu la réalité dans le... Enfin, voilà. Et dire, oui, il faut que ça se fasse, il faut rester consensuel. Oui, non, mais c'est une très bonne remarque. En fait, ce type de démarche, ça va soulever plein de questions et notamment des risques de tension un peu à différents moments. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Là, c'est ce que nous fournit l'outil, hein, ce type de visualisation. Après, libre à nous de le représenter plus globalisé, en moyenné, etc. Voilà. Alors ensuite, pour parler de manière plus particulière sur le lycée, où j'ai partagé pour l'instant seulement la présentation, enfin le rapport de stage, pardon, et cette description, ce rendu va être fait en début d'année prochaine. Moi, je n'ai pas encore fait plus que le rapport, quoi. Mais pour le mesure, je crois que vous l'avez. Ouais, deux éléments. D'autre part, comme je disais que l'outil n'est pas hyper adapté aux équipes universitaires, c'est aussi sur la taille. Nous, Labo Mesure, sur 10 personnes, les déplacements, on arrive hyper vite à les individualiser, à savoir qui a pris le ferry, qui a pris l'avion. Et ce n'est pas du tout le but de l'exercice. Dans des gros labos, la taille moyenne des labos qui font ces exercices, c'est plutôt 100, 150 personnes. Et du coup, c'est quand même beaucoup plus facilement noyé dans la masse. Et là, voilà, on peut, entre guillemets, pointer les responsabilités plus sur des statuts que sur des personnes. Et voilà, je pense que ça peut faciliter le message. Donc Mathieu l'a dit, hein, libre à chacun d'adapter aussi la communication des résultats et de l'adapter à l'atmosphère du labo, on va dire, à la façon dont on anticipe qu'elle passera le mieux. Au Labo Mesure, donc on a fait cette restitution il y a peu de temps, on a consolidé les résultats il y a assez peu de temps, donc on les a présentés. On a eu quelque part, je dirais pas une déception, mais voilà, c'est une surprise de dire que finalement, on a une empreinte carbone qui est déjà petite, donc ça c'est pas une déception, mais la déception étant plutôt que sur la grosse part de cette empreinte, on a peu de marge de manœuvre en fait. Donc on n'a pas encore eu vraiment la discussion, je pense qu'on va essayer on va faire en sorte de l'avoir, de se dire qu'est-ce qu'on fait en tout cas sur les postes d'émission sur lesquels on a des marges de manœuvre, notamment les déplacements pro. Est-ce qu'on réfléchit collectivement pour faire en sorte qu'on reste dans une empreinte carbone du même niveau que celle de 2019, qui est tout à fait raisonnable et modérée. Et donc j'espère qu'on aura la suite de ces discussions début de l'année 2022.